Cameroun, Maurice Kamto, principal opposant au président Paul Biya, sera jugé vendredi prochain pour insurrection. Il risque théoriquement la peine de mort, même si elle n'est plus appliquée dans ce pays. Présidentielle en Tunisie, pour l'instance chargée des élections, l'organisation en moins de 3 mois du scrutin anticipé après le décès de Bédi Caïd Essebsi s'apparente à un sprint. On en parle dans cette édition. Et puis le Mozambique accueille le pape François qui s'est envolé ce mercredi dans le cadre d'un voyage de 7 jours dans l'océan Indien qui le conduira aussi à Madagascar où il entend plaider pour la paix et la justice sociale. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Cameroun, Maurice Kamto, principal opposant au président Paul Biya, sera jugé vendredi prochain par un tribunal militaire pour insurrection. L'opposant risque théoriquement la peine de mort, même si elle n'est plus appliquée dans le pays. Les ONG internationales dénoncent un procès politique, tandis que la France, les États-Unis et l'Union européenne réclament sa libération après 8 mois d'emprisonnement. Les détails. C'est vendredi prochain que Maurice Kamto sera jugé par un tribunal militaire. Candidat arrivé deuxième à l'élection présidentielle en 2018 au Cameroun face à Paul Biya, l'opposant est poursuivi pour insurrection, hostilité contre la patrie et rébellion. Pour ces motifs, il risque théoriquement la peine de mort, même si elle n'est plus appliquée au Cameroun. Plusieurs dizaines de ses alliés politiques et partisans comparaîtront en même temps que lui. Avocat au barreau de Paris et ancien ministre délégué à la justice au Cameroun, Maurice Kamto avait été arrêté avec plus de 150 militants et partisans fin janvier à la suite d'une marche lancée par son parti, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Ces manifestations pacifiques sont organisées par le MRC depuis la proclamation des résultats de la présidentielle d'octobre 2018, donnant Paul Biya vainqueur. Un scrutin que le MRC qualifie de hold-up électoral, estimant l'avoir remporté. La procédure engagée a provoqué l'indignation de la communauté internationale. En mars, les États-Unis avaient déclaré qu'il serait sage de libérer Maurice Kamto et encourager le pays à garantir le droit à une procédure juste, à manifester pacifiquement et à la liberté d'expression. L'Union européenne avait peu après dénoncé les arrestations et détentions prolongées des opposants, parlant de procédures disproportionnées à leur encontre. Des organisations internationales de défense des droits de l'homme avaient également exigé leur libération, dénonçant un procès politique. Validation à marche forcée des candidatures et formation accélérée de 55 000 agents. Pour l'instance chargée des élections en Tunisie, l'organisation en moins de 3 mois de la présidentielle anticipée après le décès du président Bédi Caïd Essebsi s'apparente à un sprint. Reportage. Aussitôt après la mort de Bédi Caïd Essebsi le 25 juillet dernier, l'instance chargée des élections en Tunisie a dû trancher sur l'organisation d'une présidentielle anticipée sous la pression de partis cherchant chacun à obtenir un calendrier favorable. Finalement, l'instance indépendante, dont les 9 membres sont élus par le Parlement, a fixé le premier tour initialement prévu le 17 novembre au 15 septembre, bouleversant ainsi le calendrier électoral. Les législatives du 6 octobre se retrouvent reléguées au second plan. Le nombre total de personnes qui seront formées, c'est plus que 55 000 personnes et qui seront dispatchées entre agents de contrôle, agents de bureau de vote, président assesseur et président de centre de vote. Lizzie a de l'expérience, donc elle a fait les élections maintenant 6 fois, donc elle a cette expérience de mettre tout ça en place, mais ça reste toujours compliqué. Ça reste toujours compliqué parce que le nombre est important, parce que les détails sont multiples et parce que les textes changent, la vision change, le climat politique change et Lizzie doit s'adapter à tout cela. Mieux, on apprend des expériences passées, donc Lizzie a repris ces textes, a fait plus de détails pour le contrôle de la campagne, sur les réseaux sociaux et elle est en train de former sur cela, à former pour le contrôle du financement, donc avec plus de détails, avec plus de perfectionnement. L'instance chargée des élections a inscrit 1,5 million de nouveaux électeurs cette année, en majorité des jeunes, une réussite vu le désenchantement exprimé par une abstention de quasi 65% lors des municipales en 2018.
En bref, au Nigeria, plus d'une centaine de manifestants se sont heurtés à des policiers près d'un centre commercial qui abrite un grand supermarché de l'enseigne sud-africaine Shoprite. Ces heurts sont survenus à Abuja alors que la récente flambée de violences xénophobes en Afrique du Sud suscite la colère dans le pays. Il faut dire que du côté de Johannesburg, en Afrique du Sud, le calme est revenu ce mercredi dans les rues sous haute surveillance policière après 3 jours d'émeutes xénophobes qui ont fait au moins 5 morts et suscité colère et inquiétude sur tout le continent. Ce mercredi matin, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a de nouveau condamné les violences. Et pendant ce temps, le ministre sud-africain de la police, Bheki Cele, s'est engagé à rencontrer les communautés locales à la suite de la vague de violence à Johannesburg. Au moins 300 personnes ont été arrêtées depuis que des centaines de personnes ont défilé dans le quartier central des affaires de Johannesburg lundi dernier, pillant des magasins et incendiant des voitures et des bâtiments. Ils doivent contrôler certains déploiements, en particulier contre les pillards, contre la destruction de biens et contre toute autre forme de délinquance. Quand nous sommes allés à l'auberge, nous ne nous attendions pas à ce qu'elle soit calme, nous nous attendions à ce qu'elle soit bruyante, mais en tant que personne très influente qui a parlé avec nous, ils ont accepté que nous nous rencontrions le dimanche. En tant qu'organisme chargé de l'application de la loi, nous travaillerons dur pour prévenir toute autre chose qui se produirait avant dimanche et nous espérons pouvoir trouver une solution définitive. Au Soudan, le nouveau Premier ministre Abdallah Hamdok a appelé Washington à retirer son pays de la liste noire des États soutenant le terrorisme. Il a formulé 7 requêtes devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'était mardi. Les nouveaux dirigeants espèrent pouvoir faire revenir leur pays sur la scène internationale et relever son économie exsangue, attirant notamment des investissements étrangers. Alors que le premier gouvernement du Soudan depuis la chute en avril dernier du président Omar el-Béchir doit être annoncé d'ici jeudi, le Premier ministre Abdallah Hamdok a appelé ce mardi Washington à retirer son pays de la liste des États soutenant le terrorisme. Si nous parvenons à une solution sur la question des EST, c'est-à-dire les États soutenant le terrorisme, et que le Soudan reste inscrit sur la liste des États soutenant le terrorisme, toute autre solution ne fonctionnera pas correctement. Parce que toutes les autres questions, qu'elles soient liées à l'économie ou à la paix, sont liées à ce que nous accomplissons dans ce domaine. Nous sommes en négociation avec les Américains et on s'attend à ce qu'il y ait des progrès pour retirer le Soudan de la liste de terrorisme. Nous pensons que la situation permet d'enlever le Soudan de la liste et que nous ferons des progrès significatifs à ce sujet. Nous soutiendrons le Soudan, comme je l'ai annoncé. J'ai informé le Premier ministre que nous augmenterons l'aide humanitaire au pays pour cette année de 5 millions à 15 millions d'euros. Le Soudan s'est doté du Conseil souverain après la signature d'un accord le 17 août entre le Conseil militaire de transition qui avait succédé à Omar el-Béchir et les meneurs de la contestation. Le pape François s'est envolé ce mercredi pour le Mozambique dans le cadre d'un voyage de 7 jours dans l'océan Indien qui le conduira aussi à Madagascar où il entend plaider pour la paix et la justice sociale. Dans les rues de Maputo, la capitale du Mozambique, des affiches de bienvenue au pape François apparaissent un peu partout, signe de ce que le pays est prêt pour accueillir le souverain pontife. Le pape François a réservé la première étape de son périple africain à Maputo, où il est attendu par la population. La capitale mozambicaine s'est préparée depuis plusieurs jours à l'accueillir dans la fièvre, 31 ans après Jean-Paul II. Le stade Zimpeto, où il doit célébrer une messe vendredi, est déjà prêt, comme la plupart des fidèles qui vont y assister. Pour la plupart des Mozambicains, l'arrivée du pape est une bénédiction et une source de réconciliation, d'amour et de paix.
Des thèmes sur lesquels porte justement la visite du pape dans l'ex-colonie portugaise à majorité chrétienne. Cette visite intervient un mois après la signature d'un accord qui doit enterrer plus de 40 ans de conflit entre le gouvernement et l'ex-rébellion de la Renamo. Dans un message vidéo en portugais diffusé à la veille de son arrivée, le pape a ainsi appelé à renforcer la réconciliation fraternelle au Mozambique et en Afrique, seule espérance pour une paix solide et durable. À Maputo, il est également attendu sur le front de la lutte contre le fanatisme, alors que le nord du Mozambique est la proie depuis 2 ans d'attaques djihadistes meurtrières. Fermeture d'une trentaine de médias en République démocratique du Congo. L'information a été donnée par une organisation de défense de la presse qui a également dénoncé la recrudescence d'attaques contre des journalistes depuis le début de cette année. Reportage. L'ONG JED, entend des journalistes en danger, est montée au créneau mardi en République démocratique du Congo. D'après son secrétaire général, en effet, une trentaine de médias sont fermés dans l'ensemble du pays, notamment dans le Kasaï et à l'Équateur. Chargée de la collecte des taxes non fiscales, la Direction générale des recettes administratives et domaniales leur reproche de n'avoir pas payé leurs dû. JED affirme avoir enregistré au moins 6 cas d'atteinte flagrante à la liberté de l'information en RDC en l'espace de 2 semaines. Par ailleurs, l'ONG congolaise de défense des médias s'insurge contre le regain d'attaques enregistré depuis quelques semaines contre des journalistes et des médias. Elle dit avoir documenté des cas d'interpellation, détention, admonestation de journalistes ou encore de fermeture arbitraire de médias à Kinshasa et dans des provinces de la RDC depuis l'investiture du président Félix Tshisekedi le 24 janvier. Pourtant, ce jour-là, le nouveau président avait promis de faire de la presse le 4e pouvoir en RDC. Selon cette organisation, partenaire de Reporters sans frontières, des journalistes et médias ont été victimes des attaques ciblées en rapport avec leur travail. JED appelle donc les nouvelles autorités de la RDC à prendre des mesures immédiates pour que cessent ces attaques répétées et améliorer la situation. Il faut dire que la RDC occupe la 154e place sur 180 dans le classement établi par Reporters sans frontières sur la liberté de la presse en 2019. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.